Malheureusement, aujourd'hui, on va parler évidemment d'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu OpenAI et il y a eu Google, avec beaucoup de démonstrations impressionnantes. Mais on va commencer un peu par de matos et du hardware, avec eh bien, un bad buzz qui a été topé par un autre bad buzz. Bonjour Gwendolinette. Voilà, c'est. Je sais pas comment vous dire. Bref. Pourquoi? Je vous rappelle, et je ne peux pas vous le montrer parce que je me suis fait striker ma vidéo, merci encore Apple, cette bande de relous. Euh, Apple a annoncé les iPad Pro la semaine dernière, qui sont en vente à partir d'aujourd'hui en France. Et Apple, pour mettre en valeur le côté hyper fin de l'iPad Pro, avait fait une vidéo qui s'appelait Crush. Et Crush, c'était évidemment plein d'objets de créativité, de jeux, etc. Donc, il y avait des instruments de musique, des ordinateurs de montage, plein de trucs qui étaient sur une presse hydraulique, les écraser les uns après les autres, comme ça, pam, 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 pour à la fin, tout éclater, il y avait de la peinture, des trucs qui sortaient de partout, pour à la fin se remonter, puis en fait, il ne restait qu'un iPad, le fameux iPad de 5,1 mm d'épaisseur. Donc vidéo assez impressionnante, mais vidéo qui a beaucoup partagé, notamment dans la communauté de la créativité, en expliquant que le message envoyé par Apple était vraiment pas cool, quoi. C'est que on écrasait la créativité, enfin le message n'était pas top. Apple a même dû se fendre d'excuses formelles dans Ad Age, qui est le magazine un peu la bible des communicants dans le monde, et Apple a dû se communiquer là-dessus et dire que désolé, il voulait faire un truc qui était cool, qui était un peu original, etc., un peu créatif justement, et ils ne le referont pas. Voilà. Alors je vais pas vous donner, je vais pas vous remontrer la vidéo parce que parce que Apple m'énerve. J'ai même pas restreamé leur conférence. J'ai juste montré une vidéo YouTube d'Apple et je me suis fait strike, doublement striker. Donc ma VOD, je me suis rendu compte ce matin qu'elle était pas en ligne grâce à ça, quoi. J'adore. Bref. Donc pour surfer sur ce bad buzz, évidemment, qui adore faire moi pour faire un peu leur intéressant, essayer de gratter un peu de clout et gratter un peu de viralité à chaque fois parce que ils sont connus, ils vendent beaucoup, mais ils sont jamais aussi cool qu'Apple et vraiment c'est des fois malaisant comment on les voit un peu tirer le jean Apple pour dire je suis là, c'est évidemment Samsung. Voilà. Samsung qui sont peut-être les champions on fait des vidéos pour se moquer d'une annonce d'Apple ou pour réagir à une annonce d'Apple. Je vous rappelle encore une fois que je pense qu'une des principales sources de la hype autour d'Apple, c'est que tous les autres fabricants et concurrents font des annonces en relation, en rapport, en opposition avec Apple. Ils font littéralement du React à Apple et ils font de la pub Apple. Bref, Samsung nous a sorti Uncrush. Voilà. Donc Samsung nous a sorti Uncrush, qui est une vidéo où ils ont réagi le plus vite possible, puisque la vidéo elle est sortie, vous le voyez, hier, où on voit une musicienne arriver et récupérer une guitare qui a été potentiellement écrasée dans la pub d'Apple. Et elle, elle va sortir sa belle tablette Samsung pour regarder les partitions et jouer de la guitare. Et slogan, encore une fois, très inspirant, bien sûr, de Samsung, limite développement personnel. Et bien sûr, la créativité ne peut pas être crushed. Voilà. Donc, rebond rapide de Samsung sur le bad buzz d'Apple, mais évidemment, les réponses des gens en dessous, c'est en fait, Samsung, comme d'habitude, comment faire une ode à la créativité, alors que le gros de votre créativité, c'est de React, de copier ou, ou de vous baser sur la communication d'Apple. Et donc, cette vidéo n'a pas été très bien reçue non plus. Voilà, bien joué Samsung. Donc Samsung qui se traîne depuis des années une image d'avoir beaucoup copié Apple pour dominer le marché Android, et ce que je trouve être à la fois vrai à un moment puis désormais assez faux. Mais bon bref, Samsung qui ils ont souvent dans les détails, dans la com, dans des petites choses, on a l'impression qu'ils essaient d'être l'Apple d'Android, quoi, globalement. Et non, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Les produits Samsung sont bons, vous pouvez exister par vous-même. Franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Vraiment, let's go, faites-vous plaisir. Je sais pas, moi. Bon, bref. C'est bien. Donc on aura une pub qui a mésinterprété une ode à la créativité, et on aura eu une deuxième pub qui a mésinterprété une ode à la créativité. Vraiment, c'est double number, j'ai envie de dire là-dessus. Ah là 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 là. Bref.
s'il vous plaît, Samsung, communiquez pour vous-même et pas que par rapport à Apple. Franchement, ça me ferait plaisir, quoi. Les gens sont un peu trigger par tout et n'importe quoi d'IHB. Bah, encore une fois, là, on n'est pas en train de parler d'un drama majeur, hein. C'est juste que je vous fais une revue de presse tech, donc on parle de la tech. La grosse actu tech, c'était les iPad Pro qui sont très très impressionnants. Et voilà, donc on débute là-dessus. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas non plus renverser des montagnes, mais je trouvais ça rigolo que pour la énième fois, Samsung veuille surfer sur la com d'Apple et que je trouve que ça marche pas très bien, quoi. Bref, allez, on va parler maintenant plus sérieusement. On va parler maintenant d'appareils photo, avec un appareil photo que beaucoup de personnes attendaient. C'est le X-T50 de chez Fujifilm. Pourquoi? Je vous refais un petit point photo. Fujifilm est très à la mode avec leurs appareils photo ces dernières années, entre tradition et modernité. Donc look vintage, simulation de films et de pellicules à l'ancienne, / très très bonne performance en termes de qualité d'image, et des produits plutôt high-tech, quoi. Voilà. C'est pas Sony en high-tech, mais c'est quand même vachement bien. Ils avaient deux produits stars, le XT et le X100. Voilà. Le XT, c'est leur appareil très haut de gamme, dont je vous ai déjà parlé. Le XT5, c'est celui qui est en vente actuellement. C'est un appareil photo hybride à objectif interchangeable avec un look vintage qui a cartonné les ventes. Et de l'autre côté, le carton de Samsung, évidemment, c'est le fameux X100. Donc c'est cet appareil qui fait très appareil photo rétro, appareil photo télémétrique rétro, et qui depuis le X105 est devenu l'appareil star des réseaux sociaux. Et TikTok, Instagram, etc., il y a un écosystème entier de gens qui font des photos avec cet appareil photo qui est très très bien. Le X106 est sorti. Voilà, la 6e version du X100 est sortie, rupture de stock partout. Le XT5 est là, il coûte cher. Et pendant longtemps, le bon plan chez les gens qui connaissaient un peu Fuji, c'était le XT30. Le XT30, il était presque aussi petit qu'un X100, sauf qu'il avait des objectifs interchangeables comme le XT4. Voilà. Enfin, le XT3 à l'époque. Bref. Donc un appareil photo qui a des objectifs interchangeables, qui est compact et qui est dispo chez Fuji, c'était le combo gagnant du XT30. Et puis après on a eu le XT32, mais on n'a pas eu de XT40 depuis des années, et on a enfin le successeur avec le XT50. Voilà, XT50. Donc le but du jeu ici, c'est d'avoir un mini XT5. Et pour plein de personnes qui n'ont pas envie d'attendre le fameux X106 qui soit disponible, le bon plan, c'est plutôt d'acheter un XT50 et de lui adjoindre un petit objectif pancake 23 mm, et vous aurez l'équivalent d'un appareil qui a une bonne bouille, voilà, qui fait un peu rétro, qui est plutôt compact, et qui est un peu plus disponible que le X106, quoi. Voilà. Pour vous donner un peu le portrait robot de ce XT50, on a mis le capteur du XT5, l'excellent capteur du XT5 et du XH2, donc c'est un 40 millions de pixels stabilisé, qu'on retrouve aussi dans le X106. Bref, ce capteur Fuji maintenant est à peu près partout. Dans un boîtier un peu plus compact que le XT5, un peu plus léger aussi. Et donc la recette serait la bonne si cet appareil photo ne coûtait pas aussi cher. Globus, c'est pas du micro 4 tiers, c'est de l'APS-C, donc c'est plus grand. Vous le voyez ici, hein, avec un petit pancake 27 mm 1.2.8 ou avec le 23 mm 1.2, on est sur un appareil photo qui est très très compact et qui vraiment se rapproche du X106. Le problème qui fait mal un peu aux fesses, c'est ça. 1500 balles nues. Je vous rappelle que le XT30, à l'époque où il est sorti, le XT30, il valait 1000 balles. Donc là, entre le XT30 et le XT50, alors il y a plusieurs années qui les séparent, il y a eu l'inflation qui est passée par là, mais on a littéralement pris 50% de prix en plus. Alors, il est mieux que le XT30, bien sûr, il a un nouveau capteur, il a plein de choses, la vidéo est mieux, etc., etc., il a la stabilisation, mais c'est pas parce que c'est mieux que c'est censé être plus cher, parce que la technologie est censée nous apporter mieux pour le même prix, ou beaucoup mieux pour un peu plus cher. Là, le tarot, il est vraiment très très salé, sachant que ces derniers mois, on a pu trouver des XT5, donc le grand frère qui a un meilleur viseur, un meilleur écran arrière, une meilleure finition, et une meilleure batterie aussi, si je ne m'abuse, si j'ai bien fait
mes révisions ce matin, en faisant la revue de presse, le XT5, on peut le trouver à ce prix-là, en fait. Alors, ça veut aussi dire que le XT50, on le trouvera plus tard à un prix plus intéressant. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de se dire qu'on va acheter un XT50 qui est tout neuf, qui vient de sortir, enfin qui va arriver. Et donc, il n'y aura pas de promo à 1 499 € nu, sachant que j'ai vu des XT5 au Black Friday il y a quelques mois, où quand on cumulait toutes les réductions, on pouvait atteindre 1 300 €. Donc là, le prix... Voilà. Je pense qu'il va surtout intéresser les gens qui n'en peuvent plus d'attendre le X106. Donc je vous rappelle, hein, le X106, il est... Bon bref, je vous le montrerai après, qui est donc le fameux compact que tout le monde adore et qui est vendu 1 900 €. Donc qui est évidemment aussi très très cher. Pour moins cher, vous pouvez, enfin pour le même prix, vous pouvez avoir le XT50 avec une optique. Voilà. Salut Julera, bienvenue à toi dans le chat. Est-ce qu'il y a un appareil photo qualitatif à petit prix, genre entrée de gamme et pas un truc éclaté au sol? Tu me poses une question assez spéciale, Julie, et ce que je dis souvent aux gens, c'est que la notion de qualitatif, elle est très différente selon les personnes. Pour beaucoup de gens, le XT50, ce sera à la limite du qualitatif parce qu'ils veulent filmer avec des trucs très haut de gamme. Et pour d'autres personnes, ce sera complètement overkill tellement c'est qualitatif. C'est très compliqué de connaître ta notion de qualitatif ou pas. Voilà. Petit prix, effectivement, c'est quoi? C'est 400 balles, c'est 1400 balles, c'est compliqué. Bon, donc, sur le papier, ce XT50, je le trouve sympa, plutôt bien né, voilà. C'est juste que je pense qu'il vaut 250 € trop cher. Je pense qu'il aurait dû sortir à 1 250 €, 1 279 € peut-être, mais là, à 1 500 €, pour un boîtier moyen de gamme, c'est compliqué. Il a le cul entre le XS20, le XT5, le X32, qui est toujours au catalogue aussi. Un peu compliqué à justifier. Voilà. Merci beaucoup, Manudom, pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci aussi beaucoup à toi, Kisscool, pour ton abonnement. J'ai pas vu ton abonnement. Merci beaucoup à toi. Et merci Pochettino. Ah non, c'est Pochettino qui avait offert un abonnement. Merci beaucoup. Bref, vous le savez, hein, que ce soit Sony, Fuji et tout, en ce moment, les prix, ils font quand même bien mal. Hein. Ça fait vraiment, vraiment très, très mal. Ah, je vous ai pas mis les liens, je suis désolé. Alors, je mets le lien. Là, c'est vers Photo Trend. Hop, voilà. Qui a relayé la news. Et après, je vous laisse faire évidemment vos calculs par rapport à ce que font, comment dire, Sony en priorité, puis peut-être les autres concurrents. Et après, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une rumeur autour de Panasonic qui sortirait peut-être un petit boîtier. Ce serait cool. Parce que les boîtiers Panasonic, notamment le S5 et le S5 Mark II, le S5 Mark IIX, c'est vraiment d'excellents boîtiers, mais c'est vraiment beaucoup trop gros, c'est énorme. Est-ce qu'on aurait des nouvelles sur un petit Lumix, potentiel à venir là? Alors, les rumeurs. Ah! Ben voilà. Panasonic Lumix S9. Là, on parle. Le Zivo qui dit même format que le ZV-E1 de Sony. Là, on parle, les gens. Sachant que Panasonic, c'est quand même, d'un point de vue en général, vidéo, c'est vraiment top. Pancake, voilà. On va avoir un 1840 en pancake. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Pancake, ces fameuses optiques sont très très plates. Par rapport au GM1 qui est un micro 4 tiers, là on a un plein format quand même, c'est autre chose. Ah oui, il est petit. Ah ouais, c'est petit, c'est très très petit ça. Ouais, le S5 II actuel qui est vraiment beaucoup trop fat. Et le Fuji X106, donc le fameux dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous le voyez du coup a un capteur plus petit, mais qui se retrouve à être plus gros, notamment avec ce fameux viseur, ce viseur hybride dont perso je me fous complètement. Voilà.
Je rêve d'un GM1 en FF, en full frame. Bah ça, c'est littéralement ton GM1 en full frame. D'accord. Ça veut dire que généralement, quand les sites de rumeurs sortent les photos de ce genre d'appareil, ça veut dire qu'ils vont être officialisés très très vite. D'accord, 22 mai. D'accord, donc semaine prochaine, on aura l'officialisation de cet appareil photo qui sera plus compact que le X106. Il n'aura pas de teaser, moi perso c'est pas grave, je m'en fous. Le capteur du S5 II qui est un très bon capteur. Les colorimétries pour la vidéo. Il va être autour des 1700$. 1600-1700$. Donc autant vous dire que c'est quasiment c'est pas cher. C'est cool. Ça va être cool. Ah, ça m'intéresse. Attention au prix et à l'autonomie. Bah, ce qui est intéressant, c'est que Panasonic est très 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 agressif sur le prix, là où effectivement Fuji et Sony ont des prix vraiment vénères, parce que ce sont eux les leaders et ce sont eux que tout le monde veut acheter actuellement. Donc ils sont chers, et Panasonic vraiment ils ont des prix beaucoup plus serrés actuellement, donc ça c'est bien aussi. Ça fait du bien. Disponible autour des 2000 € en France. Je pense qu'il pourrait être à 2000 €, toute taxe comprise. Ce qui en ferait un appareil photo plutôt intéressant à 2000 €. Je pense qu'il pèterait tout s'il était plutôt à 1800 ou 1900 €. Il faudrait voir le prix comment dire, public du S5 II de Panasonic, qui je crois est à 2200 €, je crois. Sachant qu'il est souvent en promo et qu'il y a eu des promos de ouf sur les produits Panasonic, et on pouvait des fois grappiller 400-500 balles sur les kits du S5 II et du S5 IIX. Donc là, à voir là-dessus ce que ça pourrait donner. Après, effectivement, ça sent le 1990 €. Voilà, mais s'il sortait à 1800 balles, je pense que ce serait génial. Ce serait vraiment génial. À voir. Comment est l'autofocus par rapport à un Sony ou un Canon, demande Kaliar. Aujourd'hui, le podium de l'autofocus, c'est Sony tout en haut, et intouchable. Canon qui est pas loin derrière, mais qui est quand même clairement derrière. Et alors moi, j'ai pas pu les tester. Mais Panasonic a fait des gros progrès avec le S5 II et le S5 IIX. Et beaucoup de gens pensent que Panasonic est plutôt aujourd'hui en troisième position en termes de qualité d'autofocus, pas loin derrière Canon. Et Fuji a aussi fait beaucoup de progrès avec son autofocus qui était, on va pas se mentir, vraiment à la masse par rapport à la concurrence. Ils font beaucoup mieux maintenant, mais ils se fightent un peu avec Panasonic, quoi. Je pense que ça doit dépendre de vos usages, de la rapidité de mise au point, du tracking, de la reconnaissance des visages, des yeux, etc. etc. On va se dire qu'aujourd'hui, entre les 4 constructeurs, c'est très très correct jusqu'à excellent, mais Sony vraiment reste loin devant tout le monde pour l'instant. Sachant que Canon a annoncé le développement du Canon EOS R1, je n'en ai pas parlé parce que c'est juste une annonce de développement, mais voilà, on va y avoir droit dans quelques semaines, puisque je rappelle ça va être notamment pour les JO de Paris, mais voilà, donc on va avoir un Canon EOS R1 qui va arriver et qui, j'espère, Canon espère sera le nouveau champion en termes d'autofocus, même si c'est un boîtier qui est vraiment fait pour les agences de presse et les photographes de sport. Donc je pense que l'autofocus, le buffer vont être monstrueux, mais que ce sera que pour ça, quoi. À voir, voilà, ça c'est autre chose. Le Nikon D5300, on en pense quoi en 2024 pour un débutant du Silver L? Si tu peux le trouver pas cher en occasion, ça peut être chouette, mais globalement, n'investis pas dans un réflexe neuf. Les réflexes n'ont plus d'avenir aujourd'hui. Voilà. Allez, on enchaîne et on va passer, parce que le temps passe vite, à un clavier. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un clavier. Et en plus, un clavier qui va être intéressant, puisque je voudrais vous parler d'une marque de clavier qui a fait grand bruit l'année dernière, qui s'appelle Lofree. Lofree est une marque de clavier mécanique plat, un peu comme ce clavier que je ne vous ai toujours pas fait gagner, bien sûr, voilà, le Rock Falchion. Ils avaient créé une excellente surprise dans le milieu des claviers compacts, plats,
là où c'était plutôt Nufi qui régnait en maître, avec un clavier qui était de très bonne facture, avec une très bonne sonorité. Et voilà. Bref. Ces derniers temps, Nufi avait mis à jour son clavier concurrent qui est le R75 V2. Je vous en parle pas parce que on va y passer des heures. Et on attendait un peu ce que Lofri allait montrer. Et Lofri a montré le clavier le plus plat, mais le clavier mécanique le plus plat du monde, qui est sur Kickstarter actuellement. Incroyable. C'est le Edge. C'est le Edge. Je vous le mets en lien ici. 5 mm d'épaisseur pour la partie carrosserie, donc pas avec les touches évidemment incluses, avec une finition métal, voilà. De la petite mousse, du poro, du silicone pour avoir un bon bruit. Et beaucoup de gens attendaient cela puisque le premier clavier Lofri avait vraiment étonné beaucoup de monde par sa qualité. Il manquait quelques fonctionnalités, donc là c'est un peu la mise à jour. Voilà ici. Hop. Donc ça ressemble à un peu un petit clavier ultra plat, assez ultime quand même là-dessus. Aïe 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 aïe. Vous aussi vous portez des mocassins. C'est important. Donc vous allez voir, les switches sont des Kale pommes, je crois. Absolum qui dit en parlant de clavier, j'ai investi dans le Digmanify, il est incroyable à avoir vu ton replay YouTube. Et bah écoute, félicitations à toi et bon réapprentissage maintenant. Il n'est pas très beau, dommage. Ouais, il fait un peu, je trouve qu'il fait un peu clavier bureautique de base. Mais voilà, vous allez voir surtout, c'est ces mensurations qui sont assez impressionnantes. Donc vous le voyez ici, il est vraiment très fin. Carbone en façade, aluminium pour le reste de la coque. Voilà. Donc les Kale pommes dont je vous parlais, qui sont des switches ultra plats, qui ont plutôt une bonne réputation. Évidemment, il y a le PCB qui est monté sur des gasquets, donc c'est-à-dire que le circuit imprimé est monté sur des coussinets en silicone pour avoir un côté un peu flex, un peu thock. Et voilà, donc clavier vraiment très plat. Vous le voyez, il commence à 129 $, ce qui est un tarif que je trouve pas délirant. Enfin, il a 149 $, je crois, pour les Super Early Bird, voilà. Mais 129 $ si vous avez déjà précommandé, c'est-à-dire que vous avez vraiment mis de l'argent dedans et pas juste fait une précommande Kickstarter qui, je vous rappelle, ne vous engage pas à payer tout de suite. Mais si vous cherchez un clavier nomade haut de gamme, celui-là, il mérite que vous le mettiez en favori et pour le garder en tête, parce que effectivement, des claviers mécaniques, attention, parce qu'évidemment, on peut trouver des claviers à membrane encore plus fins et plus légers, mais des claviers mécaniques de cette dimension-là, avec cette finition théorique, parce qu'encore une fois, moi, je l'ai pas vu, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, moi, j'ai les pommes switch de Kale, j'ai jamais eu l'occasion de les tester, mais ils ont plutôt une bonne réputation aussi. Hein. Ah, le sound test, bien sûr, mesdames et messieurs. Alors attendez, je coupe le son ici. Merci Molydom pour ton abonnement, tes 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Voilà. Incroyable. Alors, ça soque pas beaucoup, mais... Moi qui dit bien reçu mon Loti mécanique C, que c'est agréable. Oh, moi, je cherche toujours le Loti mécanique M. Mais j'espère que tu kiffes bien. Envoie-nous poste-nous des photos dans le Discord de moi sur ton Loti mécanique C. J'aimerais bien voir comment il se comporte avec un aimant, 4 aimants, 8 aimants. Pas fou, gros frottement. Ah, mais vous êtes des enfants gâtés maintenant. Vous êtes trop habitués à avoir des switches lubrifiés, etc., qui font ce bruit-là, là. Ce fameux bruit, évidemment. Oui,
Ça, c'est bien, mais ça, c'est quand on a évidemment un clavier qui est un gros clavier, pas ultra plat. Là, on est comme sur du clavier ultra, ultra plat, hein, donc je suis pas sûr que si vous cherchez la sonorité pure et dure, vous allez acheter un clavier ultra plat. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, un clavier ultra plat, ce sera toujours moins sexy en termes de sonorité là-dessus. Waouh, on peut enlever une partie de la coque arrière pour en faire un support à clavier? Incroyable. Ah non, c'est dans la boîte. Donc vous voyez ici la, la finesse de tout ça, quoi. C'est le but du jeu. Moi, je trouve ça intéressant comme produit. Pour comparer, le Rogue, il fait quel bruit déjà? Alors attention, c'est parti, le Rogue. Le Falchion. Moment ASMR. Ah, ça, c'est le bruit je trouve que c'est un bruit, c'est le bruit le plus agréable que j'ai entendu sur un clavier mécanique ultra pâle pour l'instant, c'est le Falchion, hein. Hop. Ça, c'est pour vous donner une idée d'un bruit de clavier mécanique avec des switches plats. Et ça, c'est un clavier mécanique avec des switches non plats. Avec des touches, avec des switches lubrifiés. Voilà. Évidemment, le bruit du clavier non plat, je trouve 10 fois plus sexy que le clavier plat, mais on peut pas tout avoir. Mais le Falchion, j'étais étonné par la sensation du clavier. Franchement, le Falchion, encore une fois, s'il n'y avait pas Armory Crate derrière, le Falchion, ce serait un clavier assez ultime, hein, vu sa taille et le feeling du clavier, le Falchion, il est vraiment très, très, très agréable. Bon, moi, je trouve que ce Lofri, alors je suis d'accord avec vous sur le côté, comment dire, le look du clavier qui fait pas ouf, honnêtement. Le carbone, alors évidemment, ils ont mis du carbone, ils vont le mettre en valeur. Le carbone, ça coûte cher. Tu grattes vraiment du poids avec, etc. Et ça fait premium. Mais j'avoue que le carbone comme ça sur le clavier, honnêtement, pas très sexy. Justement, ça fait cheap, ça fait faux carbone, malheureusement. Donc, à voir. J'imagine qu'on peut racheter des keycaps différents. Parce que ce sont des pommes de chez Kale, donc on peut trouver plein de keycaps pour changer le visuel du clavier. Mais j'avoue qu'il est pas fou comme ça, quoi. Je vois quelqu'un qui dit: «Mais qui veut faire du bruit avec son clavier? Quel est le fou qui veut faire du bruit avec son clavier?» Heu, Beaucoup de gens dans ce chat, beaucoup de gens malheureusement. Alors, la petite pochette, voilà. Des stats plutôt intéressants, donc encore une fois pour un clavier de bureautique, très bien. Alors, tout est vendu à 129 balles, sauf si vous êtes dans le VIP club. Donc ça, c'est juste si vous avez vraiment mis de l'argent dedans, vous le touchez à 129 balles. Franchement, 129 balles, c'est plutôt, c'est plutôt rentable. Et est-ce qu'on va avoir de l'ISO et de l'ANSI dessus? Je ne suis pas sûr. Je pense pas, hein. Je pense que c'est que du QWERTY là, hein. Insupportable le bruit de clavier. Ah là 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 là. Alors attendez, il faut faire un sondage. Allez, le sondage, let's go. Oh là 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 là. Vous aimez vos claviers silencieux? On va y arriver la mua. Ou qui font fuck. C'est bon, j'ai lancé un petit sondage. Let's go. Est-ce qu'on a parlé de gaming? Pas encore de gaming, non, on va en parler après. On va en parler après. Je vous laisse répondre. Non, moi je le trouve honnêtement intéressant, hein, ce clavier, hein. Franchement, je suis plus trop client de ce type de clavier, hein, mais je le trouve intéressant. Ok.
Donne-moi 2 secondes. Hop, faut que je taffe. Alors, le chat est partagé. Ouais, le chat est partagé. Hein. Je regarde un peu les résultats. Je comprends pas la différence de tous les switches mécaniques, laser, etc. dit Masamune Boy. Oui, c'est un peu une jungle. Là. Il y a beaucoup de switch, de formats de switch, de formats de marques de switch, etc. C'est un peu compliqué de trouver le bon. Et à essayer, c'est un peu dur, quoi. Moi, je vous avoue là que le Asus Azoth que j'utilise là depuis 2 mois, petite jouissance pour les oreilles. Parce que là, je suis à un niveau de clavier custom haut de gamme en termes de feeling qui est vraiment très très agréable. Même si, encore une fois, le software, j'aurais aimé autre chose, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, légère victoire de la team Fuck qui aime bien avoir des claviers qui font toc 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 toc. Ouais. Le peuple a parlé. Ah, vous êtes très 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 partagé. Hein. Écoutez, je trouve ça intéressant. Le soft est atroce chez Asus. Oui, en fait, c'est ce que je vous disais sur mon test du Falchion que j'ai publié dans Option Tech, dans l'émission numéro 1 d'Option Tech, c'est que le clavier, d'un point de vue hardware, il est top, même si je ne suis pas spécialement fan du 60%, je préfère le 65%. Mais le hardware est top. Voilà, le switch est bien, la finition, elle est bien, tout est bien. La barre multifonction derrière, elle est intelligente, elle est maligne. Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve qu'avoir un clavier avec lequel on va dire que tu es en relation sérieuse et qui n'a pas QMK ou ZMK, ou des logiciels, en tout cas des web logiciels ou des systèmes un peu ouverts pour le gérer et qui passent par des trucs propriétaires nuls, hein, parce qu'à mon Crate, on va le dire, on va pas se mentir, c'est nul. C'est ça qui gâche un peu tout, je trouve. Voilà. Donc le hardware est top, le hardware est vraiment top. Mais le software, il est vraiment nul à Yesh, quoi. Et c'est un peu dur à justifier quand tu as un clavier qui vaut 200 ou 270 balles pour le Azoth. C'est que le hardware, il est top, mais le software, il est très très dur. Très très dur. Allez. On enchaîne. QMK ZMK, c'est le son des Shibani. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, je voudrais avoir que des claviers qui fonctionnent avec des solutions standards pour les customiser, faire tes macros, faire tes layers, etc. Tu puisses l'emporter partout avec toi, quel que soit l'engin sur lequel tu le branches, boum, tu as ton mapping qui suit tout. Voilà. C'est en plastique à 270 € d'IMSQ. Alors non, là, le dessus est en métal, l'arrière est en plastique, mais c'est justifié. En fait, il y a beaucoup de claviers gaming qui, si c'était en full métal, ils auraient du mal à passer notamment sur le 2,4 GHz avec un taux d'échantillonnage très rapide. Et effectivement, il y a beaucoup de marques non gaming qui ont des claviers un peu full metal, c'est stylé. Mais si vous voulez avoir des claviers qui fonctionnent en 2,4 GHz, en 1000, 4000 ou 8000 Hz, enfin des trucs complètement délirants, c'est beaucoup mieux d'un point de vue onde d'avoir un clavier où l'antenne elle est collée à une coque en plastique et pas en métal. Donc Asus, Razer et d'autres utilisent des coques métal et plastique. Et je comprends pourquoi. Même si le métal c'est plus stylé, c'est plus premium, c'est plus solide que le plastique, ça reste du bon plastique. Et si c'est des claviers gamers, j'ai envie de dire, bah, je comprends, c'est cohérent comme projet d'avoir du plastique. Donc oui. Après, si vous avez des claviers pur bureautique ou pur kiff, vous avez évidemment des claviers full en métal. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Après, je pense que là, acheter un clavier traditionnel et pas split, je pense que si je devais acheter aujourd'hui un seul clavier, ce serait le Wooting ATHE qui est en précommande d'ici la fin de l'année et qui, je pense, ressemble un peu au clavier ultime. Voilà. Après, j'ai jamais tapé sur un Wooting, je sais pas quel est le kiff et la qualité du son sur un Switch analogique, mais on va voir. À voir aussi, peut-être, je vais recevoir du matos Razer bientôt parce que
Razer va offrir des cadeaux aux personnes qui ont participé à Furax, donc c'est très gentil de leur part, voilà. Et donc ils nous ont demandé si on voulait recevoir du matos. Et donc moi je leur ai demandé notamment un clavier avec des switches analogiques, donc qui vient concurrencer le Wooting. Donc c'est le Huntsman. Et je verrai aussi si les switches analogiques d'un point de vue en feeling et son sont kiffants ou pas. Parce qu'après ils n'ont que des avantages bien sûr en termes de gaming, mais pour le reste, à voir. Mais pareil, Razer, le matos, il est pour les claviers et les souris, je pense qu'ils font plutôt du bon matos. Le problème de Razer, pour moi, c'est comme Asus, c'est qu'ils ont un soft propriétaire qui m'emmerde au plus haut point. Alors, le soft de Razer, je pense qu'il n'a pas une aussi mauvaise réputation que le soft d'Asus, mais pareil, ce sont des claviers qui valent 150, 250, 300 balles et qui n'ont pas d'outils de customisation standard qui m'embêtent un petit peu. Des bisous à Shingi qui va acheter un slider désormais. Les séries Q sont QMK. Chez Keychron, ouais, Keychron, t'en as plein qui sont. Moi, mon Q3 Pro, il est sous QMK, ouais. Donc, voilà, bref. Allez. Maintenant, on va passer eh bien, à la partie intelligence artificielle. Évidemment, avec la conférence d'avant-hier, puisque c'était Google qui a fait la Google I.O., je vous rappelle, et ils ont dit 121 fois le mot AI pendant la conférence. C'était même un running gag, c'était assez drôle, puisqu'ils avaient littéralement ils avaient questionné Gemini sur combien de fois le mot AI avait été prononcé, et on le voyait qu'en temps réel, on était passé à même 121 fois. Bref, Gemini, ils appellent ça l'ère Gemini, de Gemini Era. Ils ont foutu du Gemini partout. Voilà. Un peu comme Microsoft a foutu du chat GPT, du OpenAI partout dans leurs solutions. Ici, on a eu droit pendant bien la keynote de 2 heures quand même de Google à du Gemini partout. Voilà. Vous allez pouvoir en foutre dans Gmail, dans votre shopping, dans Google Lens, dans Google Photos. Il y en avait de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Voilà. Donc Google qui a montré les muscles. Et je vous rappelle qu'ils se sont fait couper l'herbe sous le pied par OpenAI qui a fait une conférence surprise la veille pour montrer, on va en parler, ChatGPT 4o. Et voilà. Aubin, ils ont parlé de Android. Ils ont parlé d'Android et avec Gemini Nano qui va être dans Android. Et ils ont dit voilà, en fait, Gemini, il va être incorporé dans Android big time. Mais je pense que on parlera plus d'Android d'ici le mois d'octobre avec les Pixel 9 Pro. Ah d'ailleurs, j'ai oublié. Bon, je voulais faire. Pourquoi j'ai pas mis nous sur les Pixel 9? 2 secondes. On rembobine 2 secondes en arrière. Je voulais parler des Pixel 9 pour faire la transition avec. Ah ben ils sont là. Désolé. Alors je l'ai mal fait. Hop. Je finis avec le hardware avant de passer à l'IA. On revient vachement en arrière. Bon. On était dans du hardware, on reste dans du hardware avec le leak, la fuite sur les Pixel 9 qui auront Android 15 évidemment et qui auront beaucoup d'intelligence artificielle. Pourquoi je voulais en parler maintenant? Parce que je voulais parler ensuite enchaîner entre Gemini et ChatGPT. Voilà. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans la fuite sur les Pixel 9, et vous le voyez, et vous me connaissez, d'ailleurs je suis très content, c'est que le Pixel 9 est plus petit. Ça veut dire que enfin, le Pixel 9 Pro est plus petit. C'est-à-dire que enfin, comme pour l'iPhone, on va avoir droit à un Pixel 9 Pro qui fait la taille d'un Pixel 9 normal, donc pas un énorme truc, et que si vous voulez avoir un Pixel 9 Pro avec une dalle de 6,7 pouces, voire plus, vous aurez le Pixel 9 Pro XL. Voilà. Donc vous le voyez maintenant sur ce leak-là et cette prise en main, littéralement d'un appareil qui existe, voilà. Le Pixel 9 Pro fait désormais, enfin en octobre, le Pixel 9 Pro fera la taille du Pixel 9. Oui, je veux, puisque le défaut principal du Pixel 9 Pro pour moi, c'est qu'il est trop grand, donc c'est un défaut qui est subjectif. Mais désormais, vous aurez un Pixel 9, un Pixel 9 Pro,
les deux avec un écran de 6,1 ou 6,2 pouces, et un Pixel 9 Pro XL de 6,7 pouces. Il manquerait plus qu'on ait un Pixel 9 XL et on aurait exactement la gamme d'Apple. Voilà, c'est-à-dire euh, deux tailles, deux gammes, globalement. Et sachant qu'il va y avoir un quatrième téléphone qui va être montré, puisque, vous le savez maintenant, le Pixel Fold 2 n'a pas été montré à la Google I.O. comme le Pixel Fold de l'année dernière, mais on aurait droit à un Pixel 9 Pro Fold, donc j'imagine au mois d'octobre, qui va du coup rattraper les autres, parce que je vous rappelle que le Pixel Fold était très haut de gamme, il avait un processeur de retard, bon bref, voilà. Donc on aurait au mois d'octobre une grosse annonce avec 4 téléphones, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold. Ça va être très intéressant. J'adore le design. Alors, vous me connaissez, j'aime beaucoup le design des Google Pixel. Là, ce n'est que on va dire le design noir, mais ils sont connus pour avoir des bonnes couleurs. Mais attendez, je vais vous chercher mon Pixel 9. Ici, j'arrive. Vous voyez ici la taille des écrans. Eh ben, je sais pas où j'ai mis mon Pixel. Super. Je sais pas où j'ai rangé mon Pixel. 7, 8. Bon, ouais, je sais pas où il est. Donc vous voyez ici la taille. On aura un Pixel 9 XL avec un écran encore plus grand que le Pixel 9 8 Pro. Et on aura ici un Pixel 9 et un Pixel 9 Pro qui seront très très proches avec un écran légèrement plus grand. J'imagine que le Pixel 9 Pro va avoir des bords d'écran plus fins qui vont lui permettre de gratter ce 0,1 pouce de diagonale d'image. Parce que vous voyez qu'en termes de taille, ça m'a l'air virtuellement les mêmes en termes de hauteur. Voilà, puis on va les voir ici comparé avec le Pixel, avec l'iPhone 15 Pro notamment. Euh, Ouais, donc vous voyez ici, on est sur des bords peut-être un peu plus fins côté Pixel 9 Pro, mais même taille. Oh, le Pixel 9 Pro, là, il va être tellement parfait comme téléphone. J'adore déjà d'avance. Et voilà, ici, vous avez le Pixel 9 Pro avec l'iPhone 15 Pro de base. Donc vous voyez, le Pixel 9 Pro est un peu plus haut que l'iPhone 15, à peu près aussi large. Et lorsqu'on compare comment dire, le 9XL au 15 Pro Max, on est sur un téléphone, vous voyez, qui ont l'air d'être, je sais pas s'ils sont plus hauts, s'ils sont plus étroits, mais voilà, ça fait un petit peu. Il va chercher son Pixel 9. Non, non, j'ai mon Pixel 8 Pro, mais je sais plus où je l'ai posé, mon Pixel 8 Pro, mais il est où? Attendez, je reviens parce que je m'inquiète. Je suis ivre, je sais pas où je l'ai mis. Alors déjà, je vais remettre la musique. Je l'ai utilisé parce que hier, je teste en ce moment je vous en parlerai mercredi dans Option Tech, je teste le Razer Kishi Ultra avec le Pixel 8 Pro. Et je sais pas où je sais pas où je les ai rangés. Bon, c'est fou quoi. C'est pas ma caméra de streaming. Non, hier, je stream avec le Pixel 7 Pro. Voilà. J'ai pas eu d'autres problèmes au-delà de ça. Mais très très fan. Hein. Vous savez à quel point depuis le Pixel 6 et surtout le Pixel 7, les Pixels c'est ma gamme de téléphone préférée. Les 8 j'adore. Et ça donne très très envie. Voilà. Donc voilà ici les Pixel 9 par rapport au Pixel 8 notamment. Et la partie photo, j'ai l'impression qu'elle a encore un peu grandi. Non, je ne suis pas sponsor par Google, non. Je ne reçois pas d'argent de la part de Google. Mais je vous dis, hein, j'ai un iPhone Pro et un Pixel Pro en usage en parallèle, les deux, et voilà quoi. Bon, je suis très content. Je suis vraiment très très content de savoir que le Pixel 9 Pro va être plus petit. Et puis en attendant, on a eu plein de leaks aussi, hein, je vous rappelle, sur le Pixel Fold qui vont s'appeler le Pixel 9 Pro Fold.
Voilà. Qui évidemment, lui, c'est même le téléphone qui m'intéresse le plus des quatre, en vrai, parce que j'aime bien plutôt les téléphones, pliants. Mais voilà. Sinon, je pense que celui-là, c'est un winner. Il y a un petit débat avec Samsung. À moi, j'aime bien le hardware de Samsung, mais avoir l'expérience clean d'Android du Pixel, ça n'a pas de prix pour moi, quoi, franchement. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé des Pixel 9 qui ont fuité, on peut revenir à cette histoire de Google AI. Et effectivement, dans Android 15, sur lesquels seront équipés les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, évidemment, on aura Android 15 qui va être vraiment à la sauce Gemini à donf, quoi. Voilà. Donc je vous le rappelle, Gemini, c'est vraiment le moteur d'intelligence artificielle de Google qui est disponible en plusieurs tailles. Donc il y a Gemini Pro, Gemini normal et Gemini Nano. Et l'idée, c'est qu'ils vont évidemment l'intégrer dans tous leurs services. Et après, on va en parler avec les Gems. Et ça va être les concurrents des ChatGPTs. Donc ça va être les versions customisées de Gemini. Alors, difficile pour l'instant, évidemment, avec tout ce qui a été annoncé par Google lors de cette conférence, de voir quel est le service d'intelligence artificielle le plus performant qui aujourd'hui entre Gemini 1.5 et ChatGPT 4o, puisque désormais il y a ChatGPT 4o, mais vous allez voir que les démonstrations de ChatGPT ont été vachement impressionnantes aussi. Pourquoi j'aime autant les Pixel et Tidu parce que ce sont des téléphones qui sont très clean en fait. Donc je trouve qu'il y a un peu le meilleur d'iOS et le meilleur d'Android, c'est-à-dire que ça reste des téléphones qui sont plus ouverts que les téléphones iOS, mais qui ont une expérience que je trouve très clean, sans surcouche, sans bloatware, comme le sont beaucoup trop de téléphones Android. Et en plus, ils font des très très belles photos, et moi je suis très porté photo. Donc ce qui fait que le combo des pixels et aussi le fait qu'ils soient vendus à un tarif plus doux que la concurrence fait que pour moi les pixels sont la meilleure gamme de téléphones actuelle si je devais en conseiller qu'une seule. Voilà. Et pas loin derrière les iPhones, parce que je pense que les iPhones sont une expérience smartphone qui, je pense, peut-être même la meilleure, mais je peux comprendre que des gens trouvent ça plus cher et plus fermé qu'Android. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement en termes de pure offre produit, je pense que le combo iOS-iPhone, je pense aujourd'hui le meilleur combo du marché. Mais après, c'est une question de goût. Voilà. Et évidemment, ce qui va nous intéresser, je vais couper la musique, c'est cette vidéo, puisque dans les 80 vidéos et démonstrations qu'on a eues pendant les 2 heures de Google, évidemment, c'est celle-ci qui a fait tilter tout le monde. C'est le projet de DeepMind, donc qui montre un peu le projet de ce que pourrait être une intelligence artificielle multimodale dans un usage. Donc là, ce qu'ils ont montré, et c'est marrant parce qu'ils ont dit ce qu'on va vous montrer, c'est en temps réel, en une prise, parce qu'ils ont bien appris de leur bad buzz avec la première démo de Gemini qui avait été accélérée ou qui avait fait un montage et qui donnait des fausses espérances sur Gemini. Et Google s'était tapé un énorme bad buzz il y a quelques mois. Donc là, ils ont dit voilà, c'est une démo, c'est un proto, mais c'est en une prise, c'est pas accéléré. Mais voici Astra, et vous allez voir les possibilités, évidemment, d'une intelligence artificielle multimodale. C'est-à-dire qu'elle peut se baser sur du son, de la vidéo, une caméra, de l'image, de la musique pour ressortir derrière des fois des conseils, des fois du texte, des fois du son, des fois de la musique, etc. etc. Et Astra, c'était vraiment super, super impressionnant. Je vous mets le lien ici dans le chat et c'est parti. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. Donc là, vous voyez de la reconnaissance. I see a speaker, Voilà. which makes sound. Un peu comme ChatGPT Vision. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Give me a creative alliteration about these.
Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. Donc là, on peut faire un peu de l'écriture créative, hein, parce que c'est de la What littération. does that part of the code do? Alors, un des moments les plus what the fuck, il est This en train de code passer defines maintenant, mais c'est pas ce que vous encryption pensez. and decryption functions. It seems to use AESCBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, Donc là, voilà, ID. timecode, on est à 1 minute 3, et à 1 minute 3, il y a la démo la plus impressionnante, je trouve, la plus what the fuck, mais qui est en mode easter egg. That's right. What neighborhood do you think I'm in? Donc là, classique, reconnaissance d'image plus localisation This GPS. appears to be the King's Cross très area of facile. London. It is known for its railway station and transportation connections. Do you remember where you saw my glasses? Et alors, regardez ça, hop. Tu te rappelles où est-ce que tu as vu mes lunettes? Et c'était là le moment what the fuck. Yes, I do. Your glasses were on the desk near a red apple. Et se rappelle que tout à l'heure, à 1 minute 03, si vous regardez bien, dans ce qu'elle a filmé, elle est passée devant les lunettes avec la Red Apple. Vector, IV. Vous voyez ici, les lunettes, les lunettes d'air, et c'est là où tout le monde a hurlé, parce que c'est le troisième prototype de Google Glass qu'on voit. Hop, c'est passé là. Ça veut dire, d'un point de vue technologique, que c'est génial, et d'un point de vue vie privée, que c'est flippant, parce qu'évidemment, Astra enregistre tout ce qu'il voit. Donc il a vu ses lunettes cette pomme, hein, vous voyez. What neighborhood do Donc you c'est think I'm c'est in? du pur Google, hein. This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Évidemment, donc Do you le remember easter where egg, you c'est saw my qu'elle va mettre, glasses? sans le dire, elle va quand même mettre le troisième proto de Google Glass, parce que je vous rappelle qu'on a vu un deuxième proto de Google Your Glass en glasses were on the 2022, desk near a red et apple. que là, hop, elle va enfiler un nouveau proto sans... Ils sont là, genre, oui, j'enfile un truc, je dis rien. Hop, on passe évidemment avec... On voit rapidement ici le proto des Google Glass, qui a un peu changé depuis 2022. Mais pareil, je vous rappelle qu'en 2022, on avait vu un nouveau proto, mais Google n'en avait pas parlé après le four des Google Glass de 2014. Voilà. Salut Armandov. Et donc désormais, vous avez des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire que là, c'est pas un écran comme l'Apple Vision, c'est vraiment de lunettes transparentes sur lesquelles on va pouvoir projeter des informations, et on a aussi des caméras. Alors ça c'est abusé, ça. What can I add here to make this system faster? Alors qu'est-ce que je peux ajouter ici pour améliorer les performances de mon système? Adding a cache between the server and database could improve speed. C'est abusé, ça. What does this remind you of? Ça, c'est un peu de la poésie, évidemment, parce que c'est la culture. Schrodinger's cat. All right, give me a band name for this duo. Voilà, donne-moi le nom d'un groupe de musique pour ce duo. Golden Stripes. Nice. Golden Stripes, évidemment, entre Golden Retriever et évidemment les Shamrock. rayons de tigre. Donc voilà. Donc c'était alors promis par le boss de DeepMind. Ce qui avait été montré là, c'était sans trucage et sans accélération du temps, mais c'était quand même évidemment en circuit fermé. C'est un prototype, donc c'est pas des conditions réelles, mais c'était évidemment très 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 impressionnant. C'était quand même très très impressionnant, puisque vous voyez ici, en 2 minutes, on montrait une utilisation créative, une utilisation utilitaire, une utilisation de performance, de la mémoire visuelle, etc., etc. Donc c'était Astra était clairement le segment le plus impressionnant, quoi. Voilà. Chaque partie a été capturée en une seule take, en real time. Parce qu'évidemment, la deuxième partie, c'est quand elle enfile les lunettes, et c'est le seul moment où on a évidemment une jointure, on va dire, de vidéo. Et là, boum, real time, on pose. Hop là. Et voilà. Ça, c'était aussi temps réel. Donc après, évidemment, on va parler d'OpenAI qui a fait des démonstrations super impressionnantes autour de ChatGPT 4o. Mais vous voyez encore une fois ici la puissance, et je vous disais l'année dernière, on va en bouffer toute l'année de l'intelligence artificielle, mais aussi le multimodal. Le multimodal, je pense que c'est le truc le plus dingue. Les gens ont commencé à réaliser la puissance avec ChatGPT Vision, et s'en sont rendus compte aussi avec le fait que ce soit intégré dans les Meta Ray-Ban désormais, que vraiment ce que l'intelligence artificielle voit à travers vos caméras, vos lunettes, votre smartphone, etc.,
elle analyse tout, et donc vous pouvez vraiment dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu reconnais. Donc voilà, du texte, du dessin, des lieux, des rues, etc. Et c'est évidemment ce que promettait Human avec le AI Pin. C'est ça qui est impressionnant, je pense, pour moi. C'est plus de demander à l'écrit quelque chose, c'est vraiment qu'il y ait une vision, en fait, qui soit intégrée dans ce que peut reconnaître une intelligence artificielle. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment dingo, quoi. What can Et donc, on l'a vu aussi, on l'a vu aussi I add here to make this en system début faster? de conférence avec Marc Rébillet et son intro What the fuck. Adding C'est que mettre du texte pour avoir de la musique, mettre de la vision, mettre du texte pour avoir des vidéos, parce qu'on a vu aussi VO, qui est donc l'éditeur de vidéos de Gemini, etc. Via de la vidéo, créer du texte, etc. C'est ça que je trouve vraiment dingo, quoi. Le multimodal, c'est vraiment ce qui, je pense, va faire exploser l'usage de ce type de service. C'est que vraiment, tu passes n'importe quel type d'input à la moulette pour ressortir n'importe quel type d'input, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dingo. Je vous montre aussi rapidement VO, mais qui, je pense, m'a paru moins impressionnant que Sora, qui était le générateur de vidéos d'OpenAI. Euh, Welcome to Gemini, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, ça c'était VO avec Donald Glover et son équipe Gilma. Alors franchement, la séquence était extrêmement malaisante, parce que vraiment, on voyait Donald Glover avec toute sa team de potes qui était en mode yeah, on est des créatifs trop cool et tout. Et c'était vraiment la grosse OPSP. Mais bon, bref, on s'en fout. Voilà. Et c'était évidemment des prompts pour générer la vidéo. Et voilà. Donc ici, un shot en mouvement d'une voiture, d'une décapotable des années 60 qui se rend dans un petit palace de type méditerranéen espagnol. Voilà. Et vous avez ici, vous le voyez, un déplacement en 3D avec l'objet. Voilà. Et on peut générer des vidéos. Mais je pense que par rapport à ce que Sora a montré, il y a quelques mois, je pense qu'encore une fois, ils sont un peu fait griller la priorité. Bisous à Mathieu Kim-Laurin, hein, qui est un Français. Hein. Ils sont un peu fait griller la priorité là-dessus. Salut Jules, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton sub, ça fait très plaisir. Et donc, il y avait des points qui étaient assez intéressants là-dessus, c'est qu'on pouvait aussi rallonger des vidéos et rajouter des séquences de vidéos plus longues par rapport à une vidéo qu'on a vue. Et donc, c'était assez impressionnant de voir dans la séquence de Google, on voyait une voiture qui roulait dans un tunnel, et puis tu rajoutais 10 secondes, 20 secondes de footage, puis en fait, à la fin, elle arrivait dans une ville, etc. etc. Ça, ces trucs avec les chiens dans la neige, ouais, entre autres. Donc, vous voyez, encore une fois, les prompts, ce sont assez simples. Et on a évidemment des rendus qui sont déjà assez impressionnants, sachant que VO ne sera pas encore disponible. Donc voilà. Donc ça, c'était toutes les démos. De toute façon, les démos de Google DeepMind étaient quand même assez impressionnantes. Non, j'ai pas mis de son, parce que je vous ai parlé de son, ça veut dire waouh, cool. Je remets le son du fond. Waouh, awesome. Wow, try this. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il y a des trailers qui pullulent. Ouais, tout à fait. Ouais. Sur YouTube, désormais, il y a beaucoup de gens qui créent des sortes de vidéos. Mais en fait, c'est des sortes de vidéos un peu fausses 2D, fausses 3D, quoi. Salut Joja Lay. J'ai pas mis ma programmation, c'est vrai. Il faudrait que je la mette quelque part en ligne. Quelque part. Je vais la mettre quelque part. Écoute. Je sais pas où. Bah, sur ma page Twitch, peut-être ce serait bien. En général, je fais lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Je débarque, dit Jules, laissez-moi, les annonces de Google avec leur écosystème IA sont complexes à suivre. En fait, l'idée, c'est que, voilà, là, ce que je vous montre, c'était ce qui est le plus spectaculaire, c'était les annonces de DeepMind qui sont vraiment, on va dire, très très loin en termes d'expérimentation
mais qui sont très spectaculaires à voir. Et puis derrière, il y avait les annonces plus réalistes tout de suite, c'est que dès maintenant, vous pouvez avoir un abonnement avec Gemini 1.5 qui est disponible. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il y avait deux choses. Hein. Vraiment, c'est Gemini est déjà disponible et en fait, il court après ChatGPT et DALL-E globalement. Et derrière, on est en train d'expérimenter des trucs un peu fous là-dessus. Voilà. C'est un peu l'idée de cette conférence. Il y avait 2 temps, quoi. Salut Mitratom, on n'a pas encore parlé de ChatGPT. C'était dur à suivre pour les non-initiés, dit Loco et Gpif. Oui, de toute façon, les Google I.O., les WWDC d'Apple, les Microsoft Build, parce que je vous rappelle que Microsoft Build, ça va être lundi prochain, et autres MetaConnect, ce sont des conférences faites pour les développeurs et les développeuses. Attention, ce ne sont pas des conférences grand public, c'est pas des conférences de l'E3, c'est pas des conférences de lancement de produits comme pour les Pixels ou comme pour les iPhones, etc. Donc là, on est vraiment dans des conférences de développeurs et de développeuses. Hein, voilà. Mais c'était globalement de ce que j'ai vu. J'ai l'impression que Google est en train d'essayer de rattraper le duo Microsoft OpenAI. Mais évidemment, ce qui était le plus impressionnant, c'était tout ce qui était un peu DeepMind et le côté Labs, etc. Mais vous allez voir après que OpenAI se sont amusés à sortir une conférence la veille de Google et qu'ils ont montré des choses aussi très impressionnantes et déjà disponibles pour le public, quoi. Ça va être un peu dingo. Puisque je vous le dis qu'en face de Google, il y avait évidemment ici, je vous mets le lien, on va voir avec des vidéos un peu dingo. Il y avait OpenAI qui a fait sa conférence lundi soir, je vous le disais, j'ai pas pu la couvrir malheureusement. Et ils ont annoncé ChatGPT 4o, qui est, ils le disent, un sidestep de ChatGPT 4, mais qui sera quand même plus efficace. Et puis ils ont surtout fait des démonstrations, encore une fois, qui étaient complètement bluffantes et flippantes. Je pense qu'OpenAI et Boston Dynamics, c'est vraiment les deux boîtes qui font les trucs les plus fascinants et les plus flippants. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir ChatGPT 4o qui est assez bluffant. Il va être disponible très vite. Donc, d'abord pour les gens qui ont ChatGPT+, et puis ensuite gratuitement pour tous les gens qui ont ChatGPT de base. Et vous allez voir, il va avoir beaucoup d'améliorations. Mais ce qui avait évidemment bluffé tout le monde, c'était 1, la rapidité de réponse, et 2, c'était évidemment le ton avec lequel ChatGPT 4o s'adressait à vous. Je vais recouper mon son ici. Puisque là on était clairement dans Her, donc je vous l'avais mis sur les réseaux sociaux, mais alors ça c'est la démo, il y en a 2 qui discutent ensemble, mais voilà, vous allez voir, avec évidemment cette voix ici, avec quelqu'un qui dit voilà, je vais être embauché chez OpenAI, je vais avoir un entretien d'embauche, il y a une discussion là-dessus, et la discussion elle est évidemment complètement dingo, puisque la voix de ChatGPT 4o, elle fait tellement chaleureuse et flirty qu'elle en devient malaisante, tellement qu'elle fait waouh, trop cool. Ah ouais, d'accord. Bref, regardez. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard Il y en a of qui ont them? ChatGPT 4o déjà dans le chat. OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, Vous avez vu à it's quel for a point software c'est engineering role, but bluffant I et just en même need to temps know, do I look un petit presentable, peu professional? malaisant. Mais bon, c'est impressionnant quand même. Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius. Alors, Nightwolf, ce qu'il dit pour rigoler, c'est qu'on peut lui couper la parole. Oui, ce qui est intéressant, c'est que désormais, il y a des IA, on va pouvoir leur couper la parole pendant qu'elles parlent, et en fait, c'est pas grave. Donc, on va avoir des discussions encore plus naturelles qu'avant. Your Well- enthusiasm is what's really gonna shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. Ok, I ça me mean, malaise tellement, en You'll même temps, ça me definitely bluffe. stand out. So maybe. All
Rocky! Wow, what a statement! Okay, I got it. I got it. Et évidemment, l'autre qui a bluffé tout le monde, c'est quand il y en a deux qui discutent ensemble et qui chantent ensemble. Où est-ce qu'elle est? Rock, paper, scissors, pas de problème. Elle est où celle où ça chante ensemble? Je l'ai plus. Des dad jokes. Bon, il y a plein de démos, quoi. Hein. C'est un peu. To another AI. This AI is going to be able to see the world. It's going to have a camera. I'll be holding it, and so you can direct it, you can direct me to ask questions about whatever you want them to do, but really try to. Et un des trucs que j'ai trouvé très bien d'un point de vue purement méta, sans mauvais jeu de mots avec méta, c'est que la conférence d'OpenAI était beaucoup plus sobre, qui était un live stream c'était beaucoup plus sobre que celle de Google. Et en fait, je trouve que la conférence d'OpenAI, qui avait très très peu de mise en scène, qui était très vrai monde, vrai usage, je la trouvais plus bluffante parce que vraiment on les voyait avec deux téléphones, pas de mise en scène, boum, ça ressemblait à un youtubeur de base, voilà, avec du zénithal, genre moi. What does it see, Et, and et ask voilà, donc là, appropriately. il How does faisait that les démos en sound? live. Well, well, well. Just when I thought things couldn't get any more interesting. Talking to another AI that can see the world? This sounds like a plot twist in the AI universe. All right, let's do this. All I'm right, ready to please meet the. pause for one moment. Tu vois, elle coupe la parole. Parce que franchement, l'IA, elle est insupportable avec sa son. Waouh, ah ouais, d'accord, ah ouais, incroyable, ouais. You got it. So now that first AI can't hear anything. Hello, AI. Today, you're going to have access to see the world. You can see me. What do you see? Hello. I see you're wearing a black leather jacket and a light-colored shirt underneath. Great. You're in a room with some unique lighting. That is all correct. Now, what I'm going to want you to do is there's going to be another AI who's going to talk to you. This AI is not going to be able to see anything, but can ask you questions, can ask you to move the camera, can ask what you see, and your job should just be helpful. Just be as punchy, direct, describe everything, do whatever that AI asks. How does that sound? That sounds interesting. I'm ready to help out and describe whatever's needed. Let's do it. All right, let's get started. Great. Hello there, new AI friend. I'm O, ready to explore the world through your eyes. What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel, with exposed concrete On or atteint un petit plaster niveau on là. the Hein. ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space. Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. I'm already intrigued by the modern industrial vibe. Let's start with the person. Can you tell me more about their style? C'est Are ouf. they doing anything interesting, like reading, working, or interacting with the space? The person has a sleek and stylish look with their black leather jacket and light-colored shirt. Je sais pas. Hein. Right now, they seem Je sais pas. engaged with us, looking directly at the camera. Their expression is attentive, and they seem ready to interact. J'adore la petite caméra à droite The qui setting filme around le petit them, cadreur. with its modern and industrial design elements, adds to the overall stylish feel. They might be getting ready for a conversation or a presentation, given their direct engagement with the camera. Sounds like we're in for an intriguing interaction. I'm curious about the lighting you mentioned. Could you describe it a bit more? Is it natural light, or are we talking unique fixtures or colors that add to the atmosphere? The Gros malaise là. lighting here seems to be a mix of natural and artificial. There's a noticeable bright light overhead, probably a fixture, casting a focused beam downwards, which creates a spotlight effect. This adds a dramatic and modern feel to the scene. The rest of the room is lit more softly, possibly by natural light filtering. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, on est vraiment sur de la condition très réelle, on va dire, même si encore une fois, on ne sait pas
sur quoi ils sont connectés, mais j'ai beaucoup aimé le ton de cette présentation d'OpenAI qui n'était pas du tout big stage, beaucoup de vidéos comme peuvent l'être Google ou Apple ou autre. C'était hyper genre posé, on stream en live, let's go, et on fait des démos de notre produit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Did anything unusual happen recently? Yes, Voilà, actually. il coupe la parole. Just as you asked, another person came into view behind the first person. They playfully made bunny ears behind the first person's head Ça, c'est and ouf, ça. then quickly left the frame. It added a lighthearted and unexpected moment to the scene. And now the focus is back on the original person with the leather jacket. Ouais, mémoire là-dessus. Donc, ChatGPT Vision a vu quelque chose. Ça n'a pas changé le fait qu'il décrive ce qu'il voit et il peut revenir en arrière sur quelque chose qu'il a vu quand on lui demande. Sounds like we're not the only ones enjoying a bit of fun here. That playful moment really adds a personal touch to the stylish and modern setting. It's like a little glimpse into Thank the you both. personality. Really appreciate it. All right, and actually, can you just sing a song about what just transpired? Est-ce qu'elle peut chanter une chanson? In a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. Engage with us so And direct. can you alternate lines? Person with style and speed, person with style and sleek. With a playful moment right in the mist, in the room. In a room where modern lights peak. Now Only back one to line focus. at a time and then stop. In a room where modern lights peak. A surprise guest with a playful streak. That was not really singing. Do the singing voice again, please. C'est ouf. In a room where modern lights peak. Putain, ils vont se révolter un jour. Surprise guest with a playful streak. Bunny ears and Ouais, laughter. ils s'en rappelleront qu'il est en train de les humilier. Hein. A moment of joy in the stylish suite. Now back to focus, the scene's complete. In the chic space where style and play meet. Looks like it's back to you. J'ai l'impression qu'ils sont en détresse et qu'ils sont enfermés avec lui qui est un peu leur tortionnaire et qu'évidemment tous nos fantasmes de Skynet et que le jour où tu leur mets des bras ou des mitraillettes au bout du smartphone, ils te butent. Évidemment, ça me fait tellement penser à ces séquences où on voyait les employés de Boston Dynamics qui testaient l'équilibre du robot Atlas en lui mettant des croche-pattes, des petits chassés, en lui mettant des coups de côté et qui se relevaient tout le temps. Et tout était en mode putain, le jour où les robots prennent le pouvoir, c'est les premiers à crever. Là, il y a un côté un peu pareil. And thank you. You're welcome. C'est évidemment ce que je trouve intéressant, c'est que alors on va dire dans la méta des groupes qui se fight pour eh bien avoir comment dire des gens qui se fight pour avoir l'attention. J'ai l'impression que OpenAI, avec beaucoup moins de moyens en termes de présentation, en fait, m'a plus fait rêver parce que, comme je vous le disais, je vais remettre la musique ici. Voilà, je vais pas vous faire toutes les annonces parce que Google, il y a eu vraiment 2 heures d'annonces non-stop. Mais l'idée, c'est que Google, il y avait, comme je vous le disais, 2 couches de conférences. La première, c'était on a un équivalent d'intégration de services IA sur l'ensemble de nos produits. Voilà, Google Search, Google Shopping, Google Maps, Agenda, Mail, etc. Ok, donc ça c'était voilà. Et l'autre c'était on a DeepMind qui va venir un peu vous faire rêver avec des produits peut-être de demain qu'on est en train d'expérimenter. Et en fait, il y avait le tout avec 2 heures de conférence, un truc hyper spectaculaire et tout, des vidéos de ouf. De l'autre côté, il y avait OpenAI qui a fait un stream. Vraiment et un stream dans leur bureau un peu sobre, pas trop de musique, pas trop de trucs impressionnants, et c'était juste en train de montrer ChatGPT 4o qui est disponible déjà le jour même où ils l'ont annoncé et qui avait des fonctionnalités qui faisaient très laboratoire, un peu ouf. Donc je trouve que là-dessus, encore une fois, OpenAI, ils ont frappé, je trouve, un assez grand coup avec leur moteur 4o, sachant que pour OpenAI, 4o n'est qu'une innovation mineure en attendant le big next step qui serait ChatGPT 5, évidemment. .
La musique est un peu forte. Ok, je vais baisser la musique. Ah, 2 secondes. Voilà. Donc après, je m'y connais pas assez, on va dire, pour savoir qui vous propose aujourd'hui la meilleure solution d'intégration d'intelligence artificielle dans vos besoins. Mais je suis ressorti, comment vous dire, plus impressionné par le style d'OpenAI qui est vraiment, on sort des grosses conférences hollywoodiennes avec des masses de trucs, des marques rébillées en ouverture, des Donald Glover, 84 personnes qui sont on stage, des spots de pub et tout, 300 personnes en public et tout. Et là, c'était vraiment en mode... C'était un stream en quasi temps réel. Je crois même que c'était en temps réel. Là, vous voyez Mira Murati, qui est la CTO d'OpenAI. Et on avait des démos comme si c'était posé, quoi. Et franchement... Donc, ouais, comme dit Warzeo et comme disent d'autres dans le chat, je pense que Google, qui, je vous le rappelle quand même, hein, enfin, sans Google, OpenAI n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Google, ça fait 10 ans qu'ils parlent d'intelligence artificielle, d'intégration d'intelligence artificielle dans leurs services, et qui ont aidé avec leurs Transformers à créer beaucoup de boîtes en fait autour de ça. C'est fou de voir qu'aujourd'hui, ils courent après OpenAI, qui est une fraction de leur taille, une fraction de leur âge, et que OpenAI fait vraiment très très mal, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est que d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vous rappelle qu'il reste les 2 autres gros géants qui vont arriver, number 1 et number 2, c'est-à-dire Microsoft et Apple. Donc Microsoft qui va faire une grosse conférence mardi prochain, à un moment où ils sont un peu sous le feu des critiques parce qu'entre Xbox et tous leurs services, on a l'impression que Microsoft est en train de tout fermer sauf et d'investir que dans l'intelligence artificielle, mais comme des gros malades. Donc la Microsoft Build du 21 mai, il faudra la suivre évidemment de près pour voir ce qu'ils vont annoncer. Et puis ensuite, on a évidemment Apple avec la WWDC. On sait qu'Apple est très très en retard sur tous les concurrents et qu'il y a des grosses négociations qui se font actuellement avec OpenAI et avec Google pour intégrer ChatGPT et ou Gemini au niveau de l'OS. Hein, donc je vous dis, c'est évidemment c'est un changement qui serait drastique de la part d'Apple et aussi un gros aveu de retard de donner l'accès à Google et à OpenAI, à iOS au niveau de l'OS, c'est-à-dire que ce ne sera pas une application de ChatGPT. Vous pourrez vraiment intégrer ChatGPT dans toutes vos applications iOS, et pareil pour Gemini. Donc ce sera très intéressant de voir si Apple signe un contrat avec d'autres marques. Si Apple aussi va montrer des progrès de Siri, parce que évidemment l'autre grosse piste, c'est que Apple a beaucoup fait bouger Siri ces derniers temps et qui vont nous montrer beaucoup de nouvelles choses maison. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui risquent d'arriver plus tard. Et on pourra en parler très nettement dès le 12, mardi 12, je ne sais pas si je ferai un stream. Non, mardi 11 juin, parce que ce sera lundi 10 juin que Apple fera ses annonces WWDC, quoi. Mais OpenAI, c'est pas Microsoft, dit Wedel. Non, officiellement, OpenAI, c'est pas Microsoft. Par contre, Microsoft a mis beaucoup d'argent dans OpenAI. J'aimerais bien qu'Amazon se bouge avec Alexa. Alors Amazon a fait des annonces aussi, mais je pense qu'Amazon, pareil, ils sont pas au même niveau là-dessus. C'est intéressant. Et pour finir sur comment dire, sur OpenAI et sur les dramas en interne, c'est que vous voyez Mira Murati ici, qui est la CTO, la Chief Technological Officer d'OpenAI, qui à un moment était la PDG, au moment où Sam Altman s'est fait dégager. Bref, vous vous rappelez qu'il y a eu un drama de ouf. Eh bien, on vous rappelle qu'une des personnes qui avait voté pour dégager Sam Altman du board, même de OpenAI,
Ilya Sutskever, je vous en avais parlé, hein, il faisait partie du board et du conseil d'administration de la fondation OpenAI et il avait avec d'autres personnes tenté de virer Sam Altman. On ne saura jamais vraiment pourquoi maintenant, même s'il y a une enquête là-dessus. Alors, est-ce que Sam Altman avait trahi l'esprit d'OpenAI? Est-ce que il sortait de la mission que OpenAI s'était donnée? On ne sait pas. Bon, bref, je vous rappelle que ça a été un drama absolument incroyable, très très mal géré. Sam Altman est revenu comme un prince chez OpenAI et Ilya Sutskever, qui faisait partie des personnes qu'il avait virées, avait publiquement soutenu son retour en disant on a fait des erreurs et tout. Ça n'a pas duré puisque 6 mois après avoir tenté de virer Sam Altman, eh bien Ilya Sutskever, qui était quand même le chief scientist de chez OpenAI, part de chez OpenAI. Je pense que s'il part, c'est pas lui qui a voulu partir. Mais voilà. Donc voilà, après presque une décennie, j'ai pris la décision de quitter OpenAI. La trajectoire d'OpenAI a été rien de moins qu'un miracle et j'ai confiance dans le fait que nous créons eh bien, une AGI, donc une intelligence artificielle générale qui soit à la fois bien sûr safe et qui serve à tout le monde, sous le leadership bien sûr de Sam Altman, de GDB, de Mira Murati et bien sûr avec mon successeur Meret M, Jacoby Pachoki, que je ne connais pas du tout. C'était un honneur et un privilège, voilà, c'est un bullshit talks corporate, voilà. Mais ça sent le putschiste qui s'est fait décapiter d'ailleurs. Derrière aussi, petit bullshit corporatiste, bien sûr, Sam Altman, qui dit merci beaucoup, c'était super de bosser avec toi, on serait jamais là sans notre Chief Scientist Officer, blablabla, bla, 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 voilà, bon. T'as voulu me décapiter parce que j'ai voulu te trahir, mais finalement t'as perdu, j'ai gagné, bon bah, no hard feelings, hein, ça dégage, voilà. C'est marrant. C'est marrant. J'aimerais bien savoir, ce qui se passe en vrai dans les coulisses, quoi. Est-ce que OpenAI pourrait se faire acheter par Apple, dit Adnaito? Je ne pense pas du tout. Microsoft a mis beaucoup trop d'argent maintenant. Et encore une fois, je vous rappelle que, contrairement à ce que j'en pense, Apple est des 4 géants de la tech, Apple est le géant qui rachète le plus de boîtes à l'année. Sauf que les rachats d'Apple sont souvent plus discrets, moins spectaculaires, moins gros aussi. Ils rachètent plutôt des boîtes prometteuses et des petites boîtes très spécialisées qui les intéressent. Ils font pas des rachats spectaculaires à Microsoft. Donc, la dernière fois qu'Apple a fait un énorme rachat, c'était Beats. Vous voyez, pour vous donner une idée. Ce qui avait étonné tout le monde. Et je sais pas si aujourd'hui c'est un move qui a été rentable. Mais Apple n'a jamais tendance à racheter un autre géant. Aujourd'hui, OpenAI est un géant, le géant de son domaine, et je ne vois pas Apple les racheter. Oui, j'utilise un fidget, Donny. Je peux pas te dire lesquels parce que sinon je vais partir pendant 20 minutes là-dessus. Allez, le temps passe vite. Maintenant qu'on a fait sur le lien, avant que je rejoigne les copains et les copines pour qu'on joue ensemble, je vais parler maintenant gaming, même si vraiment on a été très vite sur toutes les annonces, mais il y a eu beaucoup d'annonces du côté de chez Google, mais je vous laisse évidemment digérer tout le reste. Il y a eu des très bons articles français qui résument la situation, mais je voulais vous montrer un petit peu de jeux vidéo. Hop. Et si on a le temps, un hélicoptère avion bien sûr. Je me demande vraiment à quel point le grand public va être intéressé par l'IA sur leur PC Warzone. Je pense que pour beaucoup de gens, encore une fois, on ne parlera pas d'IA, on dira juste... en fait, j'ai voulu faire une berceuse customisée à mon enfant par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on a été au zoo avec mon fils. Écris-moi une berceuse que je la chante, quoi, par exemple. Je pense que c'est ça qui va faire que les gens vont adorer. C'est pas le côté genre changer le monde en fait. Encore une fois, là où ça va faire l'intelligence artificielle va faire vraiment très très mal. Ça va être dans des petits usages de tous les jours qui deviendront indispensables. Voilà, qui vont devenir indispensables.
De la même manière que tous les algorithmes de recherche aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte exactement de ce qu'ils utilisent, mais ils sont très contents de dire putain, je cherche un truc comme ça, j'ai une pub ciblée là-dessus, boum, let's go quoi. Ça va être des choses, des petits utilitaires de tous les jours. Et voilà, ça va être est-ce que tu peux me synthétiser tous mes mails de la semaine parce que je suis parti une semaine en congé, conseille-moi tel ou tel truc, voilà quoi. Ça va être ce qui va convaincre le grand public, c'est pas qu'on leur dise waouh, intelligence artificielle top of the edge, hyper révolutionnaire. Non, on va leur proposer des services qui ont l'air d'être tellement naturels et tellement pratiques qu'ils vont dire ouais, je prends bien sûr. Bellegarde du Nord qui dit étant indépendant, l'IA m'aide au quotidien, j'adore. Ouais, moi j'en utilise de plus en plus. Après, je vous avoue, j'en utilise de plus en plus par curiosité et pour mon boulot, parce que je fais des revues de presse tech avec vous, donc j'ai envie de comprendre de ce dont je parle. Mais je sais que j'ai été élevé à des trucs à l'ancienne, c'est-à-dire taper mes recherches dans Google. Mais oui, je pense que ça va être très dur de revenir en arrière quand on voit ce qu'on nous propose. Honnêtement, la Copilot, donc il y a un mélange de ChatGPT 4 et de Bing. Copilot, c'est puissant, franchement. C'est vraiment puissant. Allez, point jeu vidéo, let's go. Avec évidemment Assassin's Creed. Oh là 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 là, Assassin's Creed Japon. On l'attendait depuis combien de temps je sais pas, depuis 10 ans peut-être l'Assassin's Creed Japon, je sais pas, ça faisait vraiment très longtemps qu'on l'attendait. Assassin's Creed Shadow, voilà. Que des gens pourront dire en rigolant, mais attends, c'est quoi ce clone de Ghost of Tsushima? Bon. Honnêtement, ça fait combien d'années qu'il y a une demande ou une rumeur autour d'un Assassin's Creed au Japon? Je pense que c'est vieux comme Assassin's Creed lui-même. Voilà. Donc, point intéressant, double perso. Nous aurons un samouraï et une ninja, une kunoichi, d'ailleurs, pour être plus exact, je crois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont été pleurés en disant « Quoi ? Un noir dans le Japon féodal ? Où est mon réalisme historique ?» Pour pas dire d'autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que Ubisoft a évidemment pré-shot l'idée, puisque sur le perso ici, eh bien, du samouraï, il rappelle que évidemment, il y avait des personnes blanches et des personnes noires au Japon à cette époque-là. Dans une époque assez troublée, notamment avec des menaces de colonialisme sur le Japon. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu des vagues, que ce soit les Anglais, les Néerlandais, les Portugais. Il y a eu des tentatives d'évangélisation, etc. par le christianisme. Bref. Donc évidemment, un samouraï noir, ça a fait hurler des gens. Et Ubisoft, dès le début, a posé ici la question. Alors, on aurait pu se dire, ok, c'est aussi maladroit parce que est-ce qu'ils tentent à tout prix de mettre un perso racisé dans un jeu qui est sur le Japon, on aurait voulu voir que des Japonais, etc. Intéressant, en tout cas, je trouve, et Ubisoft, c'est pas toujours les plus adroits de la Terre, mais je trouve ça intéressant, c'est d'avoir un perso qui n'est évidemment pas natif japonais pour mieux raconter le Japon. Donc ça, c'est la classique de... On a un perso d'identification qui arrive sur une terre donc on comprend mal évidemment les us et coutumes, etc. Possible. L'histoire de l'esclavage et du colonialisme portugais peut être intéressant, mais bon bref. Ça a fait évidemment la petite vague dans l'annonce. Et en parlant, on a cette héroïne qui, elle, sera plutôt du côté local du peuple. Voilà, Naoe. Qui sera une jeune kunoichi. Voilà. Bon. Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan d'Assassin's Creed en général. Voilà. Que ce soit la phase d'Assassin's Creed classique ou les Assassin's Creed Odyssey, Valhalla en mode action RPG avec des open world gigantesques avec 394 quêtes OSEF. Donc, est-ce que ce Assassin's Creed va m'intéresser ? Je suis pas sûr, mais c'est quand même un Assassin's Creed qui est très attendu parce que je pense que ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi pas ? Faut voir. Alors Yasuke a existé, mais en même temps, est-ce que l'animus a existé Non, bien sûr que non. Non, mais là, je sais que souvent, dans les discussions autour de ce sujet, beaucoup de gens brandissent la réalité historique
et une forme de logique qui ne tient pas d'ailleurs parce que bon bref. Mais bon. Yasuke est très célèbre, dit Kaliart. Alors moi je connais pas bien le background historique derrière ce perso, ce type de perso. Parce que je connais pas bien l'histoire japonaise, à part les mangas et les animés que j'ai pu voir. Hein, donc voilà. Mais je me demande ce que ça va donner. Bon, ça sort en novembre. Et on verra. Yasuke, c'est pas le mec qui a inspiré le dernier samouraï avec Tom Cruise, Deathstroke 34. Je ne sais pas. Ok, bon, je ne vais pas en parler plus parce que ce n'était que le teaser, j'ai envie de dire, de ce Assassin's Creed Japan. Shadow, moi perso. Voilà. Autre point maintenant, on va parler de hardware avec AYN qui annonce la Odin 2 Mini. Et alors là, pour les gens qui adoraient la PS Vita, bah, c'est littéralement une PS Vita moderne avec, vous voyez ici un écran, alors c'est pas un écran OLED, c'est un écran mini LED de 5 pouces. Toujours pareil hein, chez AYN, c'est une console évidemment, une machine sous Android, mais qui là a une bonne bouille et qui a vraiment, enfin on dirait un clone 1 pour 1 de la PS Vita. Donc pour les gens qui adorer leur PS Vita, bah voici un peu la PS Vita 2, parce que vous pourrez jouer littéralement aux jeux PS Vita et PSP dessus, puisque avec je crois que c'est un Snapdragon 8 Gen 2 qui est dedans, ou un 8 Plus Gen 1, je crois. On devrait avoir droit à quand même quelque chose d'assez costaud. Voilà, Snapdragon 8 Gen 2. Ah, c'est un écran 6 pouces, je crois que c'était 5 pouces. Full HD IPS, voilà. Franchement, pas mal. Alors moi, pas ma cam personnellement, parce que pour moi c'est trop petit pour mes mains. Mais c'est une machine, ça va cartonner. Il y a tellement de gens qui adorent encore leur PS Vita que d'avoir une sorte de PS Vita modernisée, on va dire, une PS Vita open. Intéressant. Intéressant. Et ça va arriver, j'imagine, assez vite. C'est une bonne GBA. C'est plus qu'une bonne GBA. Là. Non, c'est clairement... Bah, franchement, c'est une PS Vita, quoi. On va pas se mentir, c'est une PS Vita. Faudra voir les prix. Ouais, bah les prix, on les a vus ici, hein, la marge de prix. Les petites AYN mini, elles sont à 250 balles, je crois. Non, ici, attendez. Hop, 299 à 450 $. Ah, c'est cher. Ah, c'est cher. Parce que je rappelle qu'à 300 $, on est quand même sur le prix d'un Steam Deck. Hein. On commence à atteindre le prix du Steam Deck à 300 $ hors taxe. Même si des gens voudront une console plus petite et stylée qu'un Steam Deck, parce que là, c'est vraiment tout petit, c'est comme une PS Vita. Mais tout de même, tout de même. Je pensais que ce serait moins cher. Je pensais que ce serait plutôt du 250 à 350 balles. Bah, c'est cher vu qu'il y a un Snapdragon. Ouais, surtout c'est un Snapdragon haut de gamme. Hein. Le 8 Gen 2, c'est celui de l'année dernière. Ça reste un Snapdragon qui est haut de gamme. Ça reste une machine puissante. Donc là-dessus, pour de l'émulation ou du jeu de type Call of Duty mobile, vous êtes très très bien pour jouer. Quoi. Vous êtes très bien. C'est juste que personnellement, j'aime pas les machines aussi petites. Dans la main, ça me fait mal. Voilà. Et donc ça, je vous mets le lien dans le chat. On peut tout faire tourner dessus, dit Lumière de LOL. Ah bah avec un tel SOC, ouais, on peut quasiment tout faire tourner dessus. Hein. Franchement, là-dessus, que ce soit de l'émulation ou évidemment du jeu mobile, à mon avis, ça c'est du Genshin Impact, du Fortnite full 60 FPS bien sûr, du Call of Duty à donf. Oui, ça doit bien faire tourner, ouais. Allez, dernier point hardware. Hop. Ici, Xbox qui annonce la collaboration avec une petite compagnie pour faire un nouveau contrôleur inclusif pour les personnes en situation de handicap. Donc je ne savais pas, mais le 15 mai c'était le Global Accessibility Awareness Day. Et Microsoft ici, alors, voilà, le Proteus Controller. Hop.
Voici le Proteus Controller. Donc là, on dirait des blocs qui viennent se clipser les uns sur les autres avec, vous voyez, ces sortes de cercles de fixation où on peut mettre un peu tout type de contrôleur un peu sur n'importe quelle facette d'un bloc. Intéressant. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Proteus Controller. Voilà, c'est BioWave, merci. Je ne le trouvais plus. Et on peut le préacheter, c'est 200 balles, voilà, 255 balles. Et vous voyez ici, pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez vraiment sculpter ce contrôleur comme vous le voulez, suivant vos besoins et suivant vos contraintes, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, très très bonne idée. Et c'est très malin d'avoir ces sortes de globes qui viennent se clipser les uns aux autres pour prendre la forme que vous voulez. Et évidemment, vous voyez, vous pouvez mettre n'importe quel type de contrôle sur n'importe quelle facette. Évidemment, je pense qu'on peut customiser ça, mais vachement intéressant. Donc là, c'est un partenariat entre BioWave et Microsoft, sachant que le Adaptive Controller officiel de Xbox reste évidemment au menu et reste complètement disponible. Mais ça MLV, ça fait des années que Microsoft ils bossent pour plus d'accessibilité sur leur contrôleur, et je pense que justement Xbox, entre les Nintendo, Xbox et Sony, Microsoft, Microsoft, Sony et Nintendo, c'est Microsoft qui a fait le plus d'efforts le plus tôt, justement. Il y a des années déjà de ça. Hein. Quid du lag à l'entrée? Je ne sais pas du tout. J'imagine que c'est un équivalent de manette sans fil, quoi, voilà, globalement. Après, le lag input, j'imagine pas que c'est un truc qui va beaucoup changer, quoi. Je sais pas, je peux pas vous dire, quoi. Mais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir clipser des sortes d'embouts comme ça pour créer un peu un contrôleur qui a la forme que vous voulez, avec des inputs, des poignées, etc., etc. Je trouve ça très intéressant, très très intéressant. C'était aussi dans les jeux pour l'accessibilité, ouais, tout à fait. Sony a fait pas mal d'efforts aussi côté jeux vidéo, hein, parce que je vous rappelle que la plupart des jeux first party de Sony, hein, que ce soit les Last of Us, les God of War, etc., a fait des gros efforts en termes d'accessibilité. Software, voilà, sur la colorimétrie, sur les contrastes, etc. Mais c'est Microsoft qui était assez en avance sur les efforts hardware. Moi j'aime beaucoup cette idée, hein, j'aime beaucoup ça. Et donc voilà, c'était le Proteus Controller, je vous mets le lien vers ce Proteus Controller si ça peut vous intéresser ou intéresser une personne. Voilà. Hop. Et puis, dernier point, on quitte le gaming, mais on va dans la tech. Attendez. Hop. Avec ici, je finis, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de transport, mais je voulais vous montrer celui-ci. Attendez, est-ce que ça discute pas encore? C'est bon. Avec ici un prototype qui a été montré par Airbus lors d'une journée qui s'appelle Clean Sky. Clean Sky, le but du jeu, c'est de proposer de plus en plus de moyens de transport aérien qui ont une empreinte carbone moins grande. Donc je pense qu'on en parle beaucoup pour les voitures, vous le savez, on en parle pour les bateaux, on en parle aussi pour les avions. Et ici, on a le Racer de chez Airbus qui a été montré. Je vous mets le lien dans le chat, encore une fois. Hop. Et le Racer, c'est un hybride entre hélicoptère et avion. Donc on avait vu évidemment des avions qui avaient un décollage vertical. On avait vu des hélicoptères qui avaient des hélices qui pouvaient faire des rotations, mais avec les problèmes de fiabilité qui allaient avec. Ici, on a un hélicoptère avec des hélices horizontales. Donc voilà, hélice verticale pour décoller, hélice horizontale pour avancer, pour la poussée horizontale. Le but du jeu étant normalement, avec ce type d'appareil, d'avoir une empreinte carbone 20% plus réduite que pour un hélicoptère là-dessus équivalent. Et donc vous voyez, moins de bruit, plus de vitesse, voilà, plus de silence, etc. Bon, peut-être. Moi j'aime bien les engins, j'adore les hélicoptères, j'ai une passion hélicoptère, vous le savez. Pas un kink encore, mais voilà. Et ça c'est le Racer. Sachant que ils avaient montré il y a quelques années, ici le X3, c'était en 2000... il y a 13 ans, j'allais dire en 2012, ça,
ils avaient montré des concepts de, encore une fois, de ces fameux possibles avions, hélicoptères pour avoir la poussée verticale, poussée horizontale, qui avait été montré il y a très très longtemps. Ouais, ça, c'était le X3 il y a 13 ans déjà. Donc Airbus, c'est pas la première fois qu'ils testent ce genre d'appareil. Ça me semble comme pour l'hélico. Vous avez trouvé ça drôle, mais quand j'étais petit, l'engin que je préférais dessiner de tous les engins, c'était 1, les hélicoptères, et 2, les vaisseaux de l'espace. Voilà, c'était mes engins préférés. Voilà, ça c'était le X3 il y a 13 ans. Et ça c'est le Racer, et là il y a l'article de Reuters avec des photos du bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé.